L'art japonais du kirigami nous sert à fabriquer les parachutes de demain à base de papier et de coups de ciseaux. Il y a un lien entre l'obésité et le cerveau, mais lequel ? Des chercheurs traquent une protéine bien particulière. Une histoire de coup d'état, d'usurpation d'identité et de matricide. Et ce n'est pas Game of Thrones, c'est un cas réel dans une fourmilière qui n'avait jamais été répertoriée jusqu'à présent. Bonjour Viviane. Bonjour Thomas, bienvenue à vous dans notre émission d'actualité scientifique avec Dessy, où on parle de l'actualité scientifique, tout simplement. Et souvent, on est habillé de façon thématique. Ouais. Et là, c'est Noël, donc on est... C'est ça. Enfin, surtout lui est habillé de façon... choix particulier. Choix Tout de même, particulier. ouais. Ugly sweater. C'est vrai ? Je sais pas trop. Je vous laisserai dans la catégorie est-ce que ugly ou pas. Uh-huh. Mais Moi, je mettais dans la catégorie tonton gênant. Tonton... Tonton gênant, parfait. Tonton Ok, gênant. C'est excellent. Voilà. Tonton gênant. Sinon, tout au long de l'émission, on vous propose aussi de deviner notre actualité mystère qu'on fait à chaque fois et qu'on va révéler à la fin. Mais cette fois-ci, on cherche pas vraiment une actualité, on cherche un concept, Thomas. Indice numéro 1, ce concept démontre comment le cerveau peut parfois bugger sans vraiment trop savoir pourquoi. Et on enchaîne avec l'actualité. C'est intéressant Viviane, et je sais que c'est une actualité que tu aimes beaucoup. Oui, j'aime beaucoup cette actualité. Je vous montre un parachute qui ne devrait absolument pas marcher. Il est plat, il est souple, il est plein de trous, et pourtant il tombe plus droit qu'un parachute classique. Ça faisait, 2 siècles qu'on utilisait la même idée, une grande toile qui se gonfle d'air pour ralentir la chute, simple, efficace et a priori suffisant. Et ce nouveau design ne ressemble à rien à ce qu'on connaît, pas de voilure qui s'ouvre, pas de forme en dôme, juste un disque souple qui sous son propre poids se déforme et se met à freiner la chute. Mais là où c'est le plus surprenant, c'est que ce disque est littéralement percé partout. En fait, il laisse passer l'air comme une passoire. Les chercheurs appellent ça un parachute kirigami. Le kirigami, c'est l'art japonais de découper le papier. Et ici, ils l'ont appliqué à une fine feuille de plastique découpée au laser pour créer un motif de fente qui va transformer complètement la manière dont le parachute interagit avec l'air. Et avant de trouver la bonne découpe, ils ont testé 3 premiers designs en soufflerie. Et c'est là qu'on voit que chaque motif réagit complètement différemment. Oui, on voit que le premier se referme presque sur lui-même, le deuxième a l'air de battre des ailes et le troisième se déploie élégamment. Et c'est donc le dernier qui a été choisi, celui avec des fentes concentriques. Elle laisse passer l'air, mais elle reste reliée par juste assez de matière pour agir comme des ressorts. En fait, tout se joue dans un équilibre très subtil. S'il n'y a pas assez de fente, le disque est trop rigide, donc il se déploie mal. Et au contraire, s'il y a trop de fente, il devient trop peureux, et là, il ne ralentit presque plus rien. Une fois le motif optimisé, ils ont fabriqué des versions plus grandes, comme celui-ci qu'on vous montre, qu'ils ont testé en conditions réelles. Ils l'ont accroché à une bouteille et l'ont largué depuis un drone. Et ce qui saute aux yeux, c'est que la chute est quasiment verticale. Et contrairement à ce qu'on pourrait voir dans un parachute avec un parachute classique, il n'y a pas de dérive sur plusieurs dizaines de mètres. C'est vraiment très précis, très vertical. Et cette verticalité s'explique, et là je vais paraphraser le chercheur. Les parachutes traditionnels, la façon dont ils fonctionnent, c'est qu'ils capturent le flux d'air au sommet, ce qui crée beaucoup de traînées. Mais du coup, ils génèrent aussi beaucoup de tourbillons sur les côtés, et ce sont ces tourbillons qui font balloter les parachutes. Alors que le parachute kirigami s'ouvre en devenant poreux. Donc l'air s'infiltre par tous les trous, et au lieu d'avoir un énorme tourbillon, on obtient plein de petits tourbillons, de petits jets d'air. Donc il y a plus de turbulence, mais à toute petite échelle. Et finalement, on obtient quelque chose qui est plutôt stabilisé. Donc le parachute tombe droit, comme s'il était dans un flux d'air homogène, quoi. Donc on a une chute stable, on a une fabrication qui est visiblement très simple, et la possibilité d'en faire de très grands éventuellement. Oui, et comme tout est basé sur un motif découpé, ça peut marcher avec d'autres matériaux en plus, comme des matériaux aussi biodégradables. Et justement, une des idées, c'est d'utiliser ce type de parachute pour des colis humanitaires ou pour faire des livraisons par drone, où là, la précision verticale est vraiment super importante. Ouais, pour l'instant, on en est à la preuve de concept, pas à la commercialisation, mais le principe est tellement simple, peut-être que ça va aller vite. Ouais, qui sait. Et si vous avez une découpeuse laser et que vous voulez aussi vous amuser, les chercheurs en fait ont mis toutes les équations et paramètres dans leur méthodologie. Même toi, Viviane, tu l'as fait apparemment. Oui, je vais le chercher. Parfait. Parce que évidemment, je l'ai oublié. C'est là qu'on voit que je suis quand même habillée en Noël, moi aussi. Mais juste le bas. Je l'ai cassé. Ah non. Ouais. Tu l'as cassé. Ouais, je l'ai cassé, ouais. Ah merde. Mais quand même. Il y a des petites coupures en fait que tu as faites ici dans le papier, c'est ça ? Ouais. Dans le plastique, ouais. Dans le plastique, ouais. Puis après, quand tu le tires dessus, en fait, ça se déplie. Puis là, tu vois les petits trucs qui se déploient. Ok. Puis là, on voit que j'ai récupéré un plastique qui n'est pas fait pour ça. Oui, c'est ça. Un plastique de gommette. C'est marqué, ce sac n'est pas un jouet, Viviane. Ce sac n'est pas un jouet. Je n'ai pas joué, c'était de la science. Ah oui, c'est ça. On joue pas avec la science. Par contre, on l'a pas testé.
Non. Non, donc j'ai juste fait ça très rapidement. J'ai pas de découpeuse laser, mais avec une découpeuse papier. Tu vas-tu le tester pendant la pause de fin d'année? Est-ce que... Il fait froid dehors, hein. Il fait un peu froid. Ouais. Et je sais que tu voulais absolument nous en parler de cette étude-là, parce que tu trouves ça cool, évidemment, puis tu as un lien assez particulier aussi avec... Oui. Tout à fait. L'équipe. Avec l'équipe, ouais. Donc moi, j'aime beaucoup ce genre de recherche parce que j'adore quand ça a l'air très simple, que c'est reproductible à l'échelle de vous et moi, mais que derrière, il y a une physique complexe, il y a un truc un peu malin auquel on n'avait pas pensé. Donc j'adore ce genre de sujet. Et aussi parce que il se trouve que je connais personnellement le chercheur principal, parce qu'à l'époque, quand moi je commençais dans la recherche, lui était postdoc dans mon laboratoire et c'est lui qui m'a tout expliqué, qui m'a tout montré, la beauté de la recherche surtout. Ton mentor, genre. Une sorte de mentor, ouais, tout à ouais. fait. Donc si je suis là où je suis, c'est aussi en partie grâce à lui. Donc je suis d'autant plus contente de mettre en avant sa recherche, en plus que c'est un très bel article publié dans Nature. Donc très cool. Et on cherche toujours notre actualité mystère, qui n'est donc pas une actualité. Thomas, les indices? Indice numéro 1, ce concept démontre comment le cerveau peut parfois bugger sans vraiment trop savoir pourquoi. Et indice numéro 2, c'est un concept qu'on retrouve régulièrement en fin d'année. Je pense que moi, je ne trouverais pas. Non ? Si j'avais pas déjà la réponse, je pense que là, je ne trouverais pas. Ok. Mais le troisième indice, vous allez trouver. Ça devrait. Ouais. Et on enchaîne avec une actualité, c'est cool, mais on s'emballe pas, Viviane. Oui, une actualité sur le lien entre l'obésité et le cerveau que vous n'avez absolument pas vu passer nulle part, parce qu'elle n'est pas encore sortie. Ouais, c'est de la recherche en cours qui va être publiée sûrement l'année prochaine. Oui, et pour la première fois, nous sommes financés pour vous parler de cette recherche par ses instigateurs, à savoir l'Université Côte d'Azur, l'Agence nationale de la recherche française, le CNRS et l'INSERM. Et c'est avec grand plaisir qu'on a accepté parce que la recherche est super intéressante. En fait, tellement intéressante que ça devrait même faire l'objet d'une vidéo complète sur Syllabus dans peu de temps. Et nous parlons donc d'obésité aujourd'hui, un problème de santé qu'on a du mal à enrayer à l'échelle de la population, à l'échelle mondiale. Et pour cause, on ne comprend pas tout à fait encore son fonctionnement. Les chercheurs, dirigés par Dr Carol Rover, se sont penchés sur la relation entre l'obésité et le cerveau. Plus précisément sur la petite zone de l'hypothalamus et plus précisément encore sur une protéine qui vient titiller l'hypothalamus, la protéine CCL5. Et ce qu'a démontré l'équipe de recherche, c'est que chez les personnes obèses, cette protéine CCL5 se retrouve en grande quantité dans le sang, dans les tissus graisseux et également dans l'hypothalamus. Et elle est beaucoup moins présente chez les personnes non obèses. Mais là où ça vient vraiment activer la curiosité des chercheurs, c'est que CCL5, c'est pas censé du tout être une hormone de la faim, elle n'a rien à voir là-dedans normalement. CCL5, parce qu'on la connaît déjà, c'est une protéine du système immunitaire. Exact, ouais. Donc système immunitaire, donc protéine qui interagit là-dedans dès qu'il y a une réaction à avoir, comme une inflammation par exemple. Mais pourquoi est-ce que CCL5 est surreprésenté chez ces personnes-là? Est-ce qu'il y aurait un lien avec le contrôle de la faim? Pourquoi est-ce que le système immunitaire s'emballe et cette protéine en particulier? C'est la question en tout cas qu'on se pose. Ouais, donc c'est l'hypothèse en tout cas de départ des chercheurs qu'il y a peut-être un lien entre cette protéine du système immunitaire et la commande centrale de l'appétit. Ouais. Donc pour tester ça, l'équipe a réalisé 2 grandes expériences. La première consiste à utiliser un modèle de souris pour tester la fonction de CCL5. Ils ont utilisé une méthode assez classique qu'on retrouve souvent en biologie moléculaire, mon petit dada. Ils ont modifié le bagage génétique d'une souris pour qu'elle ne produise pas la protéine CCL5. Oui, alors pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, il est fan de génétique, c'est pour ça qu'on réagit dès qu'il y a un petit peu de génétique. Mais donc le fait de changer ces souris génétiquement, ça leur a permis d'avoir un groupe contrôle qui a CCL5 de façon naturelle et un groupe de test avec des souris modifiées qui, elles, n'ont pas CCL5. Et ensuite, ils ont donné à tout ce petit beau monde un régime riche en graisse pendant 20 semaines, genre burger et frites matin, midi et soir. Et ils les ont suivis de manière très précise. Le poids, la quantité de nourriture avalée, la quantité de graisse dans le corps, mais aussi l'activité physique grâce à des cages équipées de capteurs qui vont enregistrer les déplacements des souris. Ils ont aussi regardé comment le corps gérait le sucre. Donc par exemple en regardant combien de temps le taux de sucre dans le sang met pour redescendre, ou encore comment les souris répondent à l'insuline. Bref, ce sont des indicateurs qui nous permettent de savoir si elles ont une propension à développer un diabète de type 2. Résultat ? Au bout de 20 semaines de régime gras, il y a plusieurs résultats qui sautent aux yeux. Les souris modifiées sans CCL5 prennent non seulement moins de poids, mais aussi moins rapidement.
elles mangent moins et se déplacent davantage. Il y a vraiment un changement global dans leur comportement. Et côté métabolisme du sucre, la même tendance, les souris modifiées sans CCL5 n'atteignent pas les taux d'insuline élevés et sont donc a priori peu inclines à développer du diabète. Ce qui est l'inverse des souris non modifiées, normales, qui ont du CCL5 et qui, elles, ont tendance à produire beaucoup d'insuline pour gérer le niveau de sucre, signe donc précurseur vers le diabète. C'est des résultats vraiment intrigants pour les scientifiques et on comprend pourquoi ils ont voulu enchaîner sur une deuxième étude complètement inverse. Oui, c'est-à-dire que cette fois-ci, au lieu de retirer CCL5 de leur souris, ils vont les ajouter, injecter une dose précise de CCL5 directement dans le cerveau d'une souris non obèse et non modifiée, et on suit les animaux dans les heures et dans les jours qui suivent. Et là, l'effet est très rapide. À partir de 24 heures après l'injection, les souris commencent à prendre du poids de façon significative par rapport à celles qui ont reçu juste une solution contrôle. Et en plus de ça, on observe que certains neurones très spécifiques de l'hypothalamus vont s'activer. Ces petits neurones-là, on les appelle orexigènes. Et c'est un petit vraiment particulier qui vont dire au cerveau « Hé, il faut que je mange, va manger tout de suite ». Et ça se traduit par un gain de poids rapide chez l'animal. Ouais, donc, on récapépète. Si on met ensemble les deux volets de l'étude, d'un côté, des souris modifiées sans CCL5 semblent être protégées face au régime gras, et de l'autre, des souris non obèses chez qui on injecte CCL5 dans le cerveau prennent du poids rapidement. Et on obtient donc un schéma assez cohérent, CCL5, qui agirait comme un modulateur central de la faim et du métabolisme. Et quand elle est beaucoup trop présente dans le cerveau, elle va pousser les circuits de la faim à s'emballer. Mais Thomas, comme d'habitude, c'est cool, mais on ne s'emballe pas tout de suite. Exact. Pourquoi ? Parce que l'obésité, ça reste quand même multifactoriel. On a les hormones, la psychologie, l'environnement, la génétique. CCL5, ce serait un morceau dans le puzzle, dans le gros casse-tête qu'est l'obésité. Une pièce importante, certes, mais il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Et deuxièmement, dans cette recherche, on était dans un modèle de souris. Comme souvent, oui. Et souvent, on le dit depuis maintenant le début d'Avec des scies, nous ne sommes pas des souris. Ça reste à voir ce qui peut se produire chez l'humain. Est-ce qu'on aurait les mêmes observations éventuellement ? Affaire à suivre. Ouais, et on remercie les chercheurs de nous avoir fait confiance pour vous parler de ce sujet. On a hâte de lire l'étude complète une fois qu'elle sera publiée et revue par les pairs, comme d'habitude. On vous rappelle que vous avez un petit concept mystère à deviner pour la fin de cette émission. Tu nous rappelles les indices, Thomas, et tu nous en ajoutes un ? Ouais, indice numéro 1, ce concept démontre comment le cerveau peut parfois bugger sans vraiment trop savoir pourquoi. Indice numéro 2, c'est un concept qu'on retrouve régulièrement en fin d'année. Et indice numéro 3, ce concept a demandé pas mal de boulot à notre monteuse. On lui fait coucou. Coucou. Et c'est une façon de vous dire merci pour votre soutien au fil de la dernière année. Je pense que ça devient évident. Ouais, je pense aussi. Donc j'espère que vous avez hâte de voir la suite. Mais avant ça, on termine avec une actualité waouh, avec une vidéo pour le peu particulière. Ouais, très Christmas. Pas très Christmas, justement. Viviane, je te montre cette vidéo. Je te laisse la regarder un petit peu. Pour l'instant, je vois une baston. Alors oui, pas tout à fait. Tu l'auras reconnu, c'est des fourmis dans une colonie avec une fourmi reine de l'espèce des Lasius flavus. C'est celle que tu vois en marron. Jusqu'ici, rien de plus normal, tu me diras. Sauf que, tu vois, regarde ici, il y a une fourmi noire qui est en train d'arriver. C'est une parasite, une reine parasite, une Lasius orientalis. Et elle vient de s'infiltrer. Elle tente de se fondre dans la masse pour éviter de se faire repérer. Et là, regarde ce qu'elle va faire. Elle repère la reine de la colonie, elle s'approche d'elle et elle va asperger la reine d'un puissant jet qui sort de son abdomen. Donc elle lui tire dessus avec du venin, genre? Est-ce que c'est quelque chose alors c'est probablement de l'acide formique très concentré, ça n'a pas été vérifié chimiquement dans l'étude, mais en tout cas c'est l'hypothèse des chercheurs. Et le but c'est pas de la tuer tout de suite, le but c'est de la marquer pour tromper tout le monde. Parce que regarde la suite, la reine parasite va reculer immédiatement, ça se fait vraiment en un quart de seconde. Et là, les propres ouvrières de la reine aspergée vont se jeter sur leur mère parce que l'acide a changé son odeur et en une seconde, la parasite a transformé la reine en réelle menace pour la colonie. En fait, on assiste à une sorte de matricide. Donc, joyeux Noël à tous, évidemment. L'amour, tout ça, tout ça. Et donc, les ouvrières ont l'air de faire le sale boulot pour l'intrus, en fait. Exactement. C'est exactement ça qui se passe et les chercheurs appellent ça une manipulation comportementale. Oui, donc, c'est le mot approprié. C'est ça, on manipule. Oui. Et les ouvrières deviennent en fait les bourreaux, elles vont mordre leur mère, tirer sur ses antennes et finissent par l'exécuter. Et une fois que la reine est morte ? Le parasite va prendre le trône.
Elle va pondre ses œufs, mais les ouvrières vont faire comme si de rien n'était, qui viennent tout juste de tuer leur mère sans le savoir. Hein. Mais elles vont se dire, on va nourrir notre reine, qui est la nouvelle reine finalement, et servir l'assassine jusqu'à leur propre mort à elle en tant qu'ouvrière. Bref, la suite de Game of Thrones se passe dans les fourmilières, Viviane. Ouais, et puis c'est très rare de voir un matricide dans le règne animal. Hein. C'est même la première fois que cette observation a été faite et publiée dans une étude scientifique. En général, les fourmis parasites tuent la reine elle-même, mais ici, l'avantage de cette stratégie, c'est que la parasite, elle prend aucun risque, hein, tranquillou pépouse. Elle utilise les armes de l'ennemi contre lui-même. Voilà. On enchaîne avec quelque chose de plus joyeux ? Allez. Par exemple, le concept de fin, quand vous voulez vous présenter, vous aurez compris sans doute de quoi il s'agissait. Bah oui, 3 indices, ce concept qui démontre comment le cerveau peut parfois bugger, et vous allez voir que souvent on a bugué, moi puis Viviane. Deuxième indice, c'est la fin d'année, donc on en profite pour vous remercier et on va vous montrer ce petit créneau, ce petit bloopers qu'on vous présente, parce que c'était ça le concept qu'on cherchait. Ça a demandé beaucoup de boulot à notre monteuse, encore une fois on lui fait des petits coucous, et c'est une façon de vous dire merci, tout simplement, au fil de cette année 2025 qui est passée tellement vite. On espère que ça vous plaira. Ouais. Extrait. En tout cas, on se rappelle de cette belle petite pomme là que tu as réussi à toucher avec ton jeu d'actrice au début, qui te vaut un Oscar, peut-être un jour. Ah, carrément. Ah ouais, moi oui. Ah oui. Je vote pour. Ouais. Je pense que c'est pour ça que t'es pas juge. Pour arriver Parce que jusqu'à preuve de contraire, nos doigts ne sont pas capables de pouvoir goûter ce qu'on mange. Ouais, non. Donc malheureusement. Non, malheureusement. Non. Non. Je sais pas si elle est bonne. Putain, je te voyais du coin de l'œil, j'étais genre oh shit. On est parti là, ok. C'est tellement mauvais. J'ai fait exprès d'être mauvaise. Ah bah oui. T'as fait exprès. Le problème quand je rigole, moi, c'est que je pleure, donc moi aussi. Faut que ouais. Attends, j'y suis pas. Le neuroscientifique Santiago Ramón y Cajal. Ah non, j'ai vraiment du mal, excuse. Ouais, tu l'as fait super bien, répète. Mais oui. Ramón y Cajal. C'est comme du jambon. Ramón y et Cajal. du Cantal. Je suis en train de faire Duolingo espagnol. Ça se voit pas du tout. Connard de rire comme ça, après on va voir tous les. C'est ça. Faut pas être drôle, ok ? Faut pas être drôle, faut qu'on arrête de drôle, faut qu'on soit chiant. Soyons chiants. C'est de l'actualité scientifique après tout. Du coup, ouais. Mes excuses, parce que je ris trop avec toi. Mais là, la mission n'est pas encore terminée. Non, ça marche pas. Elle va surchauffer la caméra. Je sais, je me dépêche. Non, mais arrête d'être drôle aussi. Je vais faire de mon mieux. Mais tu sais, la planète est en train de brûler. On va tous mourir. Ouais, c'est vrai. Putain. Je veux pas dire ça, c'est pas. On le sait déjà là. Mais c'était pas drôle. Je sais que c'est pas drôle. C'est bon. Ok. Et on termine avec notre quiz du jour. Putain, c'est dur à la fin là. Électorale en place dans leur pays. Donc on a d'abord... Putain, tu sais que je crois que j'ai la vue qui baisse. Ah. J'ai un mal de chien à lire. Ah ouais? Ouais. Putain. C'est flou genre? Ouais. Ah merde. C'est pas flou du tout pour toi. Hein. Ça va, ça se lit bien. Ah merde. C'est pour ça que je bute là. À ta défense, c'est un peu petit aussi quand même. C'est quand même. J'arrive petit. À lire là, mais. Ouais. C'est pour ça que je bute, c'est que les mots se mâchent. Ouais, je comprends. J'ai pas 40 ans encore. Là, tu veux-tu qu'on joue un peu là-dessus? Qu'on grossisse un peu? Non. Non. Je sais pas, mon Viviane, je sais t'aider là, tu sais. Merci toi. Oh, shit. Pas trop rire, après on pleure et on arrive mais je plus. sais, arrête de pleurer là. Arrête de me faire rire. En plus, on parle de sujets hyper intenses là. Puis moi je suis là, j'ai presque 40 ans. J'ai la vue qui baisse. J'arrive pas à voir le prompteur. En plus, je rêve d'avoir des lunettes depuis que je suis toute petite. Ah bah voilà, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Bon, à ta défense, c'est quand même un gros chunk de test. Ouais. Voilà, N'importe qui de 20 ans aurait du mal. Absolument. C'est ça, bien sûr. Ouais, j'ai l'air blanche. C'est le maquillage. J'ai zéro maquillage, ni l'hiver ni l'été. Mais c'est ça d'avoir une belle peau. Ah oui. Parce que moi j'ai pas de belle peau, c'est pour ça que je suis obligée de me maquiller. Je sais pas si je peux dire si j'ai une belle peau, j'en sais rien. C'est... Ah ouais, pour vrai, une belle peau. Mais moi je suis couverte de boutons. Ah ouais, je sais pas, en tout cas.
Je sais pas. Bah, t'as pas une peau de mannequin, hein, mais t'as pas une peau. Merci, génial. Mais t'as pas une peau d'ado comme moi, de la tenir partout, tu vois. T'as une peau qui va bien. Je comprends. C'est ça que je veux dire. On se rattrape comme on peut. Mais là, tout le monde va connaître mon secret. C'est quoi ton secret? Oh ok. J'en dévoile un petit peu. Ah ouais. Elle est trop belle, là, l'image. C'est magnifique. Genre, Ouais, c'est notre meilleur setup ever, là. Ouais. Trop beau. Trop beau. Bon, faut qu'on arrête de se regarder. On se contemple, on est comme waouh. Waouh, mais qu'est-ce qu'on est beau. On n'est pas très funky cette fois-ci sur nos chemises. Non, mais on est en mode cosy. Mode cosy. C'est un truc, on a la petite tasse et tout. C'est le mois prochain que ça va être plus fun. Oh oui. Je vais apprendre un peu d'ailleurs. Mais est-ce qu'on le voit vraiment pisser, genre, sachant que t'es coupé là? Moi, je pensais carrément me lever pour le montrer. Hein. Ah d'accord. Bon, regardez le Père Noël qui fait pipi. Il y a même des LED et tout. Moi je pense que tu peux le mettre, mais c'est peut-être pas la peine d'appuyer le. Non, c'est ça. le Les gens, ils côté iront beauf googler. de la chose, quoi. Ouais, c'est ça. Le côté beau. Tu l'avais jamais perçu comme un côté beau? Ah non. Non. D'accord. Je m'excuse pour ce jugement un peu hâtif. Bah, après, moi, ma tenue de décembre, ça va être un pyjama, donc. Chacun son niveau de boffitude. Cette précision couplée à une autre répétatibilité est essentielle. T'as pas vraiment dit répétabilité. J'ai dit quoi? T'as dit répétatabilité. Moi, ça me gêne. Moi, ça me gêne pas, mais est-ce que tu veux reprendre? Je vais reprendre quand même. Tu veux reprendre? C'est un mot, c'est bizarre ce mot-là. Oui, t'y arrives pas, hein? Ouais, je t'ai pas entendu une seule fois le dire correctement. Vas-y, dis-le. Répétatibilité? Non. Répétabilité. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est parce que dans ton champ de recherche, il n'y a pas de répétabilité. Répétabilité. Ouais. Parfait. Donc il n'y a pas de T, Il n'y a pas tata. Il n'y a pas tata. En québécois, c'est drôle. Vas-y, redis-le le mot. Répétabilité. Ouais, c'est bien. C'est bon? Ouais, tu pourrais refaire de la recherche. Parce que je suis content d'avoir un cours d'orthophonie, c'est parfait. Je suis même plus devenu. Tu me donneras ta facture à la fin. Là, c'est vraiment entré dans ma crâne. Je vais te laisser gérer. Voilà. Est-ce que je taquerais pas un peu quand même sur quelque chose? Le bonnet, peut-être. Le bonnet, peut-être? Ouais. Tu n'aimes pas de bonnet, hein? Il est pas très beau, ton bonnet. Il est pas très bon. Quoi? Non. Comment ça, il est pas très bon, mon bonnet? How dare you? Bah, Je me sens. Ça me fait mal au cœur d'entendre ça. je suis désolée. Il est trop long, genre. Il est trop. Trop, ouais, je comprends. Trop flap. Trop flappy, ouais. Tu sais, c'est Ouais, ça qui est un homme de 75 ans. souci du détail, et par contre, avec le bonnet, je me suis totalement décoiffé. Comment tu peux décoiffer quand tu as moins de 1 cm sur la tête de cheveux? Attends, selfie, on n'oublie pas. Ah oui. Parfait, ça. Et toi, tu mets pas de micro depuis le début. Oh putain, c'est con. Oh, mais quel con. Taverne. Oh putain, j'étais comme moi, c'est bien, il y a de la place et tout, c'est trop rafraîchissant ce nouveau studio. Ouais, collector celui-là quand Oh même. putain. Monsieur qui est toujours avec ses micros là en live. Ah, c'était le tour de chauffe. C'était le tour de chauffe, c'est ça. Ouais, c'était une stratégie en fait, j'ai pas mis de micro pour que les gens voient bien mon pull. C'est surtout ça. Ok, prise 12. Prise 25. Burger et frites matin, midi et soir, littéralement. Et ils les ont suivis de manière très précise. T'as dit littéralement, elles ont vraiment eu des burgers et des frites? C'est une. Non, bah non. Parce que t'as dit littéralement. Ah merde, littéralement, Ouais. shit. Ah là là, le mot en plus. En plus, Karel a parlé d'un truc hier, puis c'était. Qui changeait tout le sens de sa phrase, mais qui n'était pas écrit dans son script. Bon, c'est pas grave. La suite de Game of Thrones, ça se passe dans les ouvrières, tout simplement. Dans les fourmilières, tu veux dire? Pardon, j'ai dit quoi? Dans les ouvrières. Ah, my god. On espère que cette édition vous a plu. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires, ça nous intéresse particulièrement. Et à nous rejoindre en 2026. Il va y avoir beaucoup de changements en 2026 pour Avec Desi. J'espère que vous serez au rendez-vous. N'hésitez pas à nous soutenir également. Cette émission ne dépend que de vous. Et on vous laisse avec 3 choses à aller voir. Notamment la dernière vidéo de Syllabus qui parle de la thérapie à lumière rouge. Et puis notre dernière émission d'actualité scientifique où on discute de couper les oignons sans pleurer. On parle aussi de cordes vocales avec une
imprimante 3D, et puis de relations téléphone et santé mentale, et puis une actualité mystère comme d'habitude. À deviner. Évidemment. Et bien sûr, n'hésitez pas à suivre Thomas pour plus d'actualités scientifiques, notamment sur sa chaîne Twitch Science à la carte et sur Instagram. On vous remercie et on vous dit à l'année prochaine. À l'année prochaine. Bye bye. Bye. That's it. Yay! On a fini 2025. Yay!